1 minute. 5 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu au Paraguay pour faire exploser le récit de la deuxième semaine de la Coupe du Monde 2026. Mathias Galarza a déclenché une frappe basse et puissante de loin, presque avant que le coup de sifflet du coup d'envoi ait fini de résonner dans le stade de la baie de San Francisco. Et soudain, le tableau d'affichage indiquait un but à 0. La plupart des supporters cherchaient encore leur place. Certains achetaient des boissons hors de prix dans les coursives. Et en tribune de presse, des journalistes tapaient encore leurs avant-papiers. Personne ne l'avait vu venir. Mais voilà le détail le plus important de ce match. Le but était très loin d'être ce que l'après-midi allait produire de plus étrange. Au terme des 90 minutes, la Turquie était éliminée du groupe D avant même de jouer son dernier match de poule. Le Paraguay avait réussi, on ne sait trop comment, à tenir toute la seconde période à 10. Un milieu paraguayen était entré dans l'histoire pour un carton rouge que personne n'avait jamais vu auparavant, et le buteur de cette même équipe était devenu, pendant quelques minutes, le modèle de montre-bracelet le plus commenté du sport mondial. Tout cela dans un seul match. Reprenons les choses dans l'ordre parce que cette rencontre est devenue une sorte de prisme idéal pour observer tout ce qui ne va pas aujourd'hui et honnêtement tout ce qui est réellement compliqué dans cette version du plus grand tournoi de la FIFA. Commençons par la montre car c'est le moment qui a enflammé Internet avant même que le match atteigne la mi-temps. On jouait la 45e minute. La tension entre la Turquie et le Paraguay couvait depuis le début. Une faute appuyée au milieu de terrain a déclenché l'une de ces altercations qui montent lentement, où tous les joueurs se regroupent sans trop savoir quoi faire ensuite. Ivan Barton, l'arbitre salvadorien chargé de diriger la rencontre, est intervenu pour disperser l'amas de corps, comme les arbitres le font sans cesse à ce niveau. Au milieu de ce mouvement, sa montre s'est détachée net de son poignet et a atterri discrètement sur la pelouse. Galarza l'a vue, il l'a ramassée. Et au lieu de faire ce qui semblait évident, la rendre aussitôt à l'arbitre placé à moins d'1 mètre de lui, il l'a attachée à son propre poignet et a continué à jouer. Les caméras ont capté toute la scène comme elles le font inévitablement dans une Coupe du Monde à 48 équipes. Pendant plusieurs minutes, le premier buteur du match s'est promené sur une pelouse internationale avec un objet personnel de l'arbitre au poignet, tandis que le jeu continuait autour de lui. Il n'a pas été discret. Il n'a pas tenté de le cacher. Il portait simplement une montre qui ne lui appartenait pas, devant environ 50 000 personnes et une audience mondiale, apparemment parce que l'idée de la rendre tout de suite ne lui avait pas traversé l'esprit. Il l'a finalement rendue, sans esclandre, sans confrontation, sans sanction. Barton l'a remise à son poignet et le match a repris son cours. L'ancien arbitre allemand, Patrick Ittrich, désormais consultant pour la couverture de la Coupe du Monde sur Magenta TV, a été interrogé en direct sur l'incident et n'avait visiblement aucune réponse. Que se passe-t-il dans la tête d'un joueur comme ça, avec tout le respect? Qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas, a-t-il lâché. C'est probablement la réponse la plus honnête possible quand on vous demande d'expliquer quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de ce sport à un tel niveau. Et, franchement, aucune lecture malveillante de cette scène ne résiste à l'examen. Personne n'a laissé entendre que Galarza avait voulu voler la montre, priver l'arbitre d'un outil de chronométrage ou obtenir un avantage concret. Tout, dans les faits, ressemble à une impulsion bizarre, presque enfantine, au milieu d'un moment chaotique. Ramasser l'objet tombé, le mettre à son poignet, se laisser rattraper par le fait que l'on joue un match de Coupe du Monde et oublier de le rendre immédiatement. C'est probablement toute l'histoire. Mais ce que l'épisode révèle, sous son charme absurde, est plus profond. Une Coupe du Monde est diffusée par des dizaines de caméras en Ultra HD et le moindre objet sur la pelouse peut être isolé et suivi en temps réel. Un arbitre qui perd sa montre et un joueur qui la ramasse, cela arrive sans doute plus souvent qu'on ne le croit dans des matchs moins exposés, sans 4 caméras braquées sur chaque mètre carré de gazon. Ici, cette curiosité de 15 secondes est devenue un sujet mondial en moins d'1 heure. Elle a aussi montré que personne, ni l'arbitre, ni le 4e officiel, ni la réalisation, ni apparemment le règlement, n'avait de protocole clair lorsqu'un joueur s'empare d'un objet personnel de l'arbitre en plein match et ne le rend pas aussitôt. Personne ne pense sérieusement que le football ait besoin d'une règle spécifique pour cela. Mais c'est un petit rappel révélateur. Un sport joué à ce rythme, avec cette intensité et à cette échelle, produira toujours des situations que le règlement n'avait pas anticipées. L'écart entre ce que les lois couvrent et ce qui se passe réellement pendant 90 minutes de football à haute tension est toujours plus large que les dirigeants ne veulent bien l'admettre. C'est alors que le match prend son deuxième virage. Celui-ci n'a plus rien de charmant.
Il est véritablement historique et il renvoie directement à l'une des décisions réglementaires les plus politiquement chargées prises par la FIFA à l'approche de ce tournoi. Troisième minute du temps additionnel de la première période. Le Paraguayen Miguel Almirón se retrouve impliqué dans une altercation après une nouvelle faute près du milieu de terrain. Pendant l'échange, il s'adresse au latéral droit turc. Et au milieu de cette discussion, Almirón se couvre la bouche de la main en parlant. La Turquie proteste. L'arbitre Bartan va consulter la vidéo. Quelques instants plus tard, carton rouge direct. C'était la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un joueur était expulsé spécifiquement et exclusivement pour s'être couvert la bouche pendant une confrontation. Et la règle ayant conduit à ce carton n'existait que depuis une seule Coupe du Monde. Son origine est la suivante. En avril, l'International Football Association Board, l'IFAB, l'organisme responsable des lois du jeu, s'est réuni à Vancouver et a approuvé à l'unanimité 2 changements proposés par la FIFA. Le premier, tout joueur qui se couvre la bouche lors d'une confrontation avec un adversaire peut être expulsé. Le second, tout joueur qui quitte le terrain pour protester contre une décision arbitrale peut aussi recevoir un carton rouge. Les 2 règles ont été adoptées pour la Coupe du Monde 2026. La règle sur la bouche couverte trouve son origine dans un incident survenu pendant la saison de Ligue des Champions, lors d'un match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, où un joueur dissimulant ses lèvres pendant une confrontation a rendu impossible la vérification d'une grave accusation d'insulte discriminatoire. L'ancienne réalité était brutale. Si quelqu'un prononçait une phrase réellement raciste ou homophobe derrière une main, il n'existait aucun moyen pratique de le sanctionner sans confirmation par lecture labiale, ce qu'on ne peut attendre d'un arbitre en temps réel en conditions de match. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu cette logique explicite lorsqu'il a présenté publiquement la justification de la règle. Si un joueur se couvre la bouche et prononce des propos aux conséquences discriminatoires, il doit être expulsé, car il n'existe autrement aucune manière claire de le tenir responsable. Du point de vue de la FIFA, l'acte de dissimulation constitue lui-même l'infraction, indépendamment de ce qui a réellement été dit. Supprimer l'ambiguïté sur ce qui s'est passé revient à supprimer le comportement qui rend cette ambiguïté possible. La position est cohérente. Mais dans le cas d'Almirón, elle a produit un moment très gênant, car aucune accusation de propos discriminatoires n'a entouré son échange avec le défenseur turc. Personne parmi ceux qui couvraient le match n'a suggéré que les mots prononcés derrière sa main aient été autre chose qu'une dispute de football ordinaire et tendue, de celles qui surviennent des dizaines de fois dans un match de Coupe du Monde. Il s'est probablement couvert la bouche par réflexe ou par habitude professionnelle, sans intention de cacher autre chose qu'une frustration banale. La règle n'en avait rien à faire. Telle qu'elle est écrite, l'intention n'entre pas en ligne de compte. Le contenu n'entre pas en ligne de compte. Le geste seul déclenche la sanction maximale, automatiquement, sans laisser à l'arbitre la possibilité d'apprécier le contexte ou la gravité. Le Paraguay a terminé la première période à 10, avec un but d'avance qu'Almirón n'avait absolument aucune raison de faire perdre. Il l'a conservé pendant plus de 45 minutes face à une équipe turque désespérément en quête d'un chemin pour revenir dans le match et dans sa Coupe du Monde. La Turquie ne l'a jamais trouvé. Le score est resté à 1-0. Sa Coupe du Monde s'est arrêtée là. Depuis, le cas Almirón est devenu le premier grand test de la tolérance zéro de la FIFA sur cette règle et de sa résistance face à la réalité brouillonne du football de tournoi. Les critiques qui avaient signalé le risque de surcorrection lors de l'annonce, et ils étaient nombreux, visaient exactement ce scénario. Que se passe-t-il lorsque la règle attrape un joueur qui n'avait manifestement rien à dissimuler ? La réponse est claire, elle s'applique quand même. Le carton sort. L'équipe joue à 10. Le résultat est de façonner par un geste qui, dans n'importe quel tournoi précédent, n'aurait suscité aucune réaction. Au-dessus de tout cela plane une discussion plus large et beaucoup plus inconfortable sur la question de savoir qui dirige réellement la FIFA aujourd'hui et quels intérêts l'organisation sert véritablement. Gianni Infantino préside la FIFA depuis 2016, lorsqu'il a pris la tête d'une institution encore dans les décombres de l'un des pires scandales de corruption de l'histoire du sport international. Le département de la justice des États-Unis avait inculpé des dizaines de dirigeants du football pour corruption, fraude électronique et racket organisée. Une affaire si profonde et si longue qu'elle est devenue le résumé de tout ce que beaucoup soupçonnaient au sujet de la FIFA sans parvenir à le prouver. Infantino était arrivé en promettant transparence, réforme et rupture nette avec l'ère Blatter. 10 ans plus tard, le tableau est nuancé. Les déclarations financières se sont améliorées.
Les indemnisations liées aux anciens dossiers de corruption ont dépassé 200 millions de dollars. Le programme de développement FIFA Forward a distribué des milliards aux associations membres en Afrique, en Asie et à de petites fédérations qui, historiquement, ne recevaient presque rien. Infantino a été réélu sans opposition en 2023. Selon les indicateurs institutionnels bruts, l'organisation fonctionne mieux qu'avant. Mais les dynamiques politiques entourant cette Coupe du Monde ont rouvert des questions sur la direction prise par la FIFA avec une acuité rarement atteinte depuis l'arrivée d'Infantino. Commençons par la relation entre Infantino et le président Trump. Elle remonte à plusieurs années et s'est brutalement accélérée à l'approche du tournoi. Le président de la FIFA s'est rendu plusieurs fois à la Maison-Blanche. Il a cofondé le prix de la paix de la FIFA et organisé sa remise à Trump lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2025 à Miami, à peine à 1 mile de la Maison-Blanche. Il s'est aussi assis aux côtés de Trump lors de discussions internationales sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, lui-même banni de la gouvernance du football et toujours visé par la justice, a été brutalement clair. Il a déclaré à Politico en février que l'organisation était devenue une dictature sous Infantino et que cette relation compromettait la neutralité politique affichée par la FIFA. Du point de vue de la gouvernance, cette proximité est au minimum inconfortable. Infantino a besoin de la coopération totale de Trump pour organiser un tournoi dans 3 pays, dont les États-Unis accueillent l'immense majorité des matchs. Trump, lui, a fait de cette Coupe du Monde un élément central de l'image de son second mandat. Les intérêts convergent. Savoir s'ils devraient converger si visiblement suscite un scepticisme bipartisan à Washington et de fortes inquiétudes chez les organisations de défense des droits humains depuis le scandale du Qatar. Cette alliance politique a produit l'une des histoires les plus laides d'avant-tournoi. Omar Abdulkadir Artan, arbitre né en Somalie et considéré comme le meilleur officiel africain avant la compétition, s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis à l'aéroport international de Miami et a été renvoyé à Istanbul. Il voyageait avec un passeport diplomatique. Il avait suivi le programme officiel de préparation des arbitres de la FIFA, était salué pour sa régularité et ses décisions, et figurait sur la liste officielle des 52 arbitres retenus pour la Coupe du Monde. Rien de tout cela n'a compté. Les services américains des douanes et de la protection des frontières l'ont refoulé en invoquant des préoccupations liées au contrôle, avec comme mécanisme précis l'interdiction de voyage imposée par Trump aux ressortissants somaliens. L'ambassade de Somalie a tenté d'intervenir. Les agents frontaliers n'ont pas bougé. La réponse officielle de la FIFA a été sèche. Les décisions migratoires du gouvernement hôte ne relèvent pas de sa compétence. Cette déclaration est techniquement exacte. Elle illustre aussi le problème. La FIFA a désigné Artan, mais ne peut pas le faire entrer dans le pays hôte. Sa relation politique avec l'administration qui le bloque est trop importante pour être risquée par une confrontation. Ian Wright, ancien international anglais devenu l'une des voix majeures du football, a exprimé une colère ouverte dans les médias britanniques. L'incident a renforcé les inquiétudes sur ce qui arrive lorsqu'une organisation revendiquant sa neutralité dépend visiblement des bonnes grâces d'un gouvernement. Puis, il y a les pauses fraîcheur. En théorie, une mesure de protection réfléchie, introduite parce que la chaleur estivale dans les stades américains expose réellement les athlètes de haut niveau, engagés à intensité maximale, à des risques. 3 minutes de pause, une par période. Justifiée par la science climatique, soutenue par les spécialistes de médecine du sport, conçue pour protéger les joueurs. En pratique, une injection d'inventaire commercial estimée à $250 millions sur les 104 matchs du tournoi. La FIFA a discrètement conclu des accords avec les diffuseurs pour transformer ces pauses de 3 minutes en fenêtres publicitaires. Un analyste de S&P Global a fait le calcul. 208 pauses de 3 minutes représentent plus de 10 heures d'espace supplémentaire, avec des créneaux estimés entre 7 et 9 millions de dollars. Des entraîneurs de premier plan, y compris ceux de grande sélection, ont critiqué le dispositif. Les joueurs dénoncent la rupture de rythme. Dans les stades, les supporters subissent avec hostilité des écrans publicitaires, pendant que les joueurs s'hydratent sous leurs yeux. Le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud a cristallisé la controverse presque aussitôt. Raúl Jiménez a marqué, Fox TV a coupé vers un écran publicitaire, présenté comme faisant partie de la pause fraîcheur programmée. Les fans de football devant leur télévision ont vu un but, puis des publicités.
Les critiques ont soutenu que qualifier cela de mesure de protection tout en le monétisant à grande échelle relevait du plus vieux réflexe de la FIFA, habiller une source de revenus du langage de la santé des joueurs et défier quiconque de s'opposer à l'hydratation. Et puis, il y a la plainte pénale. Michel Platini, ancien président de l'UEFA, dont la longue bataille judiciaire avec la FIFA et l'establishment du football suisse est devenue l'une des grandes sagas du football européen, a confirmé en juin, par son équipe juridique basée à Paris, qu'il engageait une procédure pénale contre Infantino, l'ancien directeur juridique de la FIFA Marco Villiger, et l'ancien responsable de la conformité Domenico Scala. La plainte affirme que les trois hommes ont orchestré une campagne pour empêcher Platini de briguer la présidence de la FIFA et dégager la voie à Infantino. Platini réclame aussi des dommages et intérêts à la FIFA, accusé d'avoir organisé son exclusion du monde sportif et administratif auquel il avait consacré sa carrière. Infantino n'a pas répondu publiquement dans le détail. La FIFA n'a pas fourni de commentaires substantiels. Mais le calendrier, une procédure pénale formellement lancée pendant la semaine d'ouverture de la plus grande Coupe du Monde de l'histoire du football, porte un poids institutionnel qui ne disparaît pas, quoi qu'il arrive sur la pelouse. Mettez tout cela bout à bout, et Turquie-Paraguay devient bien plus qu'un match de football accompagné de deux incidents insolites. Il devient le microcosme exact des tensions qui traversent tous les niveaux de ce tournoi. Des joueurs expulsés pour des gestes encore légaux 18 mois plus tôt, en vertu de règles à l'intention défendable mais appliquées sans place pour le jugement humain. La montre d'un arbitre au mauvais poignet devant une audience mondiale parce que personne n'avait imaginé avoir besoin d'une règle. Un président de tournoi photographié riant avec le président américain en exercice pendant que le meilleur arbitre d'Afrique reste bloqué dans un aéroport turc. Des coupures publicitaires vendues comme protection des joueurs sous le vocabulaire de la sécurité face à la chaleur. Une plainte pénale contre le président de la FIFA déposée par l'une des grandes figures du football avant le premier coup de sifflet. Ce qui se passe à San Francisco, Dallas, Kansas City, New York et dans toutes les autres villes hôtes de ce tournoi élargi à 48 équipes correspond à un niveau exactement à ce que la FIFA promet. Le football dans sa version la plus globale, la plus électrique, la plus imprévisible. 1 minute et 5 secondes pour le but le plus rapide de la compétition. Un buteur portant la montre de l'arbitre. Un carton rouge historique pour un geste que la culture du jeu a normalisé pendant des décennies. Mais sous le spectacle, les mêmes tensions structurelles qui définissent la relation de la FIFA au pouvoir, à l'argent et à la politique depuis bien avant l'ère Blatter sont toujours là. Elles portent simplement d'autres vêtements. Le scandale de corruption du début des années 2000 impliquait des virements bancaires et des mallettes. Ce qui est visible en 2026, ce sont des contrats publicitaires, une proximité politique avec la Maison-Blanche, des interdictions de visa visant des arbitres issus de pays sanctionnés et des plaintes pénales contre des présidents en exercice. La Coupe du Monde de la Turquie s'est achevée un samedi après-midi dans un stade de la baie. Ces joueurs croyaient bien sincèrement, en arrivant dans le tournoi, que cette équipe avait le talent nécessaire pour aller loin. Beaucoup d'analystes partageaient cet avis. Ils rentrent chez eux avec une campagne dont on se souviendra surtout à travers le prisme d'un match de 90 minutes qui a produit 2 moments que personne n'aurait pu écrire. Le Paraguay, réduit à 10 pendant toute la seconde période, s'est organisé avec une discipline défensive qui mérite bien plus de crédit que ce que lui a accordé une couverture médiatique dominée par tout le reste. Conserver un but d'avance à 10 contre une équipe dotée d'un talent de niveau Ligue européenne et d'une motivation réelle pendant 45 minutes n'a rien de simple. Ils l'ont fait proprement, sans drame, sans concéder un seul moment où la Turquie a véritablement semblé capable de marquer. Ils avancent dans le groupe, leur tournoi continue. Et quelque part dans un vestiaire paraguayen, un milieu nommé Almirón est probablement encore en train d'intégrer le fait que sa Coupe du Monde a failli s'arrêter parce qu'il s'est couvert la bouche pendant une dispute et que dans un autre tournoi, une autre année, personne ne l'aurait remarqué. L'écart entre les règles telles qu'elles sont écrites et le jeu tel qu'il se vit réellement ne s'est pas encore refermé. Et les matchs comme celui-ci sont précisément les endroits où cet écart apparaît avec le plus de netteté, sur la plus grande scène possible, devant tous ceux qui regardent en même temps.